Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission La Réunion, on est là. On espère que vous êtes en forme, que vous allez bien et que cette rentrée qui a commencé il y a quelques semaines déjà est bien partie parce que c'est pas encore évident pour tout le monde. Nous, on va parler de formation parce qu'il faut bien se remettre dedans. La formation, surtout on va parler d'artisanat, c'est dans Cosmo Réunionnais. Jean-Luc Tam, bonsoir. Bonsoir. Quand on parle, vous êtes donc directeur d'un centre de formation. Quand on parle de formation, aujourd'hui, je vais commencer par ce qui fâche. Est-ce que la formation, ces 15, 20 dernières années, a la même place dans le monde économique et à la même place dans le monde du travail? Alors la formation, dans les propositions qu'on retrouve, que ce soit les titres ou les différentes formes de diplômes, a une vocation à répondre à un besoin de l'entreprise, du monde de l'entreprise. Donc il s'agit la plupart du temps de regarder quelles sont les demandes, quels sont les besoins du marché et de proposer en fonction un certain nombre de places de formation pour pouvoir permettre aux gens de s'insérer dans le monde du travail. Maintenant, on peut aussi voir au niveau de la formation, et c'est aussi là-dedans que je m'inscris, c'est de voir aussi au niveau du patrimoine comment on pourrait valoriser autrement. Donc il y a aussi cette possibilité d'offrir d'autres formes de formation. Quand on parle de valoriser le patrimoine réunionnais et à travers la formation pour mettre en place des métiers qui tendent à disparaître, quels sont les obstacles auxquels vous êtes confrontés? Alors déjà, le simple principe des dispositifs, puisque il n'y a pas de formation qui vont être forcément adaptées aux besoins. Donc il y a des formations qui viennent de métropole, bien sûr, avec des titres, avec un certain nombre de demandes, comme par exemple, si je prends un CAP, il va falloir refaire du français, du maths et de l'anglais. Et donc quand on veut travailler le patrimoine, on a obligatoirement l'obligation d'essayer de faire rentrer cette formation-là dans ce type de cadre. Pour que les formateurs, pour les stagiaires, qui soient demandeurs d'emploi ou autres, puissent intégrer ces dispositifs. Aujourd'hui, les cadres sont beaucoup plus, j'allais dire, rigides, pas dans le sens négatif, mais dans le sens plutôt positif, où les exigences pour travailler dans tel domaine sont beaucoup plus forts, surtout dans ce qu'on appelle les métiers de bouche. Là, il y a un cadre qui est vraiment très strict. Mais si on parle de la tresse, si on parle de ceux qui font de la culture, je dirais, ne serait-ce que de la poterie, ne serait-ce que de la couture, c'est pas les mêmes. Je veux dire, la formation n'est pas la même. Alors, traditionnellement, ce type de formation, on est dans de la transmission. Donc, de parents à enfants. Et dans ce type de transmission, on a du temps. C'est-à-dire que les parents vont accompagner les personnes peut-être sur 1, 2, 3, 4 années. Sur une formation, on va devoir essayer de faire des actions plutôt de 250 heures, de 3 mois par exemple maximum. Donc ça veut dire qu'il faut avoir cette réflexion d'aller vers ce qui est essentiel. Après, l'objectif, c'est surtout de donner aux gens, dans ce type de métier, on va parler notamment de la vannerie, de leur donner les bases pour qu'ils puissent continuer à faire un travail par la suite. Quand on parle d'artisanat aujourd'hui, qu'est-ce que la formation peut apporter justement pour faire évoluer l'artisanat dans le bon sens? Qu'est-ce que la formation apporte réellement? Alors, quand on prend les créations, on va prendre par exemple les paniers. Ça a répondu à un besoin. C'est-à-dire la première personne qui a créé un panier, c'est parce qu'il avait besoin de porter un certain nombre d'objets, par exemple. Aujourd'hui, lorsqu'on veut donner un deuxième souffle au patrimoine, il faut avoir cette logique de se dire comment je peux le rendre contemporain, ce que je propose. Donc être capable aussi de regarder ce qui se passe autour de nous et d'avoir une proposition dans nos créations qui va faire que nos créations ne vont pas rester que dans le domaine touristique ou souvenir, mais de pouvoir le placer dans la vie de tous les jours. C'est ce qui fera justement que notre patrimoine va perdurer. Aujourd'hui, qu'est-ce que l'artisanat réunionnais a besoin en matière de formation pour stabiliser d'abord les métiers
qui existe, sauver ce qui peut être sauvé et à la rigueur évoluer vers un meilleur. Alors, c'est vrai que quand on parle de patrimoine, les réponses que l'on a aujourd'hui, on va être plutôt dans le monde associatif, on va être sur un travail autour de la mémoire. Quel est le lien avec la formation? La formation, c'est aussi un moyen de se dire il y a des connaissances, il y a un certain nombre d'artistes, d'artisans qui ont capitalisé. Peut-être qu'ils n'ont pas la possibilité de le transmettre, puisque l'apprentissage, c'est déjà aussi un mode de formation, donc il faut avoir toute l'organisation, formation derrière. Peut-on proposer des formations qui vont permettre à des artisans de devenir des formateurs et de transmettre dans un cadre qui va leur permettre de se dire, voilà l'essentiel de mon métier, je te fais gagner du temps en te permettant de bénéficier de ce savoir et de te permettre aussi de continuer ton chemin. Donc voilà un petit peu au niveau du patrimoine formation. Maintenant, pour ceux qui sont déjà en poste, qui sont déjà artisans par exemple, la Chambre des métiers fait aussi des formations pour développer les compétences. Encore faut-il, lorsqu'on a cette envie, de savoir où aller, où je peux retrouver une formation qui va me compléter. C'est peut-être ça aujourd'hui un petit peu aujourd'hui et bien avant. Parfois, on envoie les gens vers une formation juste pour que ça soit occupationnel, on leur donne une activité pour pas qu'ils soient chez eux et au chômage. Comment doit se faire le choix de la formation, que ce soit en artisanat ou ailleurs? Comment la personne qui cherche à faire un métier, comment doit-il se poser, quelles questions doit-il se poser pour choisir la bonne formation? C'est vrai que quand on regarde les parcours scolaires, on a aussi cette tendance à dire aux gens quels sont les métiers dans lesquels il va y avoir un débouché. Donc que ce soit après le bac, on veut s'orienter, il y a cette logique de dire, voilà, il y a de la place il y a un marché. La bonne question aussi à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai envie de faire? Donc, quelle histoire j'ai envie d'écrire? Dans quoi j'ai envie de m'investir? Il ne s'agit pas d'avoir un niveau de base ou pas, mais de se dire, j'ai envie de mettre du temps là-dedans et j'ai envie de me former. Donc, se dire, je regarde le marché pour faire mon choix, faut savoir que le marché bouge beaucoup. On a vécu des moments avec le confinement qui a complètement bouleversé ce qui est proposé. Et donc, on est un petit peu dans une logique d'investissement pour plus tard. Peut-être se poser simplement la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie de retrouver? Et encore une fois, je peux revenir sur le choix de la formation. On le voit parfois quand il y a des personnes qui arrivent en formation, on commence à leur apprendre le français, à leur apprendre une matière qui pour eux, c'était à l'école qu'ils ont appris ça, et aujourd'hui, on leur resserre ça, et ça, ils sont un peu réfractaires à ça, parce que ça leur a pas apporté grand-chose jusque-là, et de retomber dedans, ça les bloque un petit peu, avant d'arriver au métier qu'ils sont venus à apprendre, de faire ces modules-là, ça leur pose un problème. Comment expliquer aux gens qui arrivent en formation que c'est un ensemble de choses qu'il faut apprendre? Alors c'est un ensemble de choses pour une raison qui est au niveau national. C'est-à-dire que si j'ai un diplôme, ce diplôme me permet de travailler n'importe où en métropole. Donc un diplôme, c'est quoi? C'est un niveau qui permet de dire une personne qui a suivi cette formation a ces capacités-là. Après, c'est pas forcément une obligation de retomber dans le cadre scolaire. Parce qu'on prend par exemple des dispositifs comme des titres professionnels ou des CQP, où là, c'est essentiellement orienté vers un savoir-faire. Alors, ces titres, là, c'est plus des professionnels qui se sont dit, voilà les compétences que moi j'ai besoin. Donc là, on est beaucoup plus orienté vers de la pratique. Par exemple, si on prend, dans l'artisanat, on prend la tresse, quels sont les éléments que quelqu'un qui connaît la tresse, qui sait faire une tente, un soubic, des sacoches, qu'est-ce qu'il doit apprendre à fignonner son travail, à ce qu'on appelle la valeur ajoutée qu'on ajoute au produit? Alors, moi, dans mes formations, notamment sur la vannerie, ce que je dis souvent, c'est que notre passion peut devenir notre pire ennemi. C'est-à-dire que je vais apprendre un métier,
mais je dois aussi être capable d'être aussi un commercial, c'est-à-dire regarder autour de moi comment je peux faire évoluer mon art. Donc effectivement, on a un certain nombre de connaissances à apprendre, des techniques, il faut savoir s'ouvrir, regarder d'autres types de fibres, regarder ce que font les autres. Ce qui est intéressant dans une formation, c'est de rencontrer d'autres artistes, d'autres artisans et de s'enrichir de cela, mais aussi d'avoir ce regard un peu, s'éloigner un petit peu de son travail et de se dire autour de moi comment je peux faire évoluer mon travail. Donc il y a aussi ce côté un peu commercial, un petit peu aussi. Il faut avoir, pour avoir une locution française, avoir plusieurs cordes à son arc, c'est ce qu'on dit. Et parce qu'un artisan doit savoir, heureusement ou malheureusement, beaucoup plus de choses. Savoir la comptabilité, son secrétaire, gérer son compte en banque, aller faire les achats, travailler. Ça fait quand même beaucoup pour une seule personne, de toute façon. Dès le moment où on crée une entreprise ou on est amené à avoir plusieurs cartes, c'est clair que si je ne veux que travailler sur cette partie-là, il va falloir que je délègue. Donc je trouve des partenaires avec qui je vais travailler, ou se dire que je peux aussi me former au fur et à mesure. Mais c'est pas la même chose, puisque lorsqu'on commence à travailler et qu'on voit les difficultés, et qu'il y a des solutions qui existent, mais là on a besoin. C'est pas comme si on était à l'école et qu'on était un petit peu dans cette obligation de le faire. Le document que vous nous avez apporté, qu'on va regarder, ça parle de quoi? Alors on termine une formation. C'est la première session de vannerie, première formation de vannerie qu'on va présenter avec la Fédération Métis-Tresse. La région a accepté de nous accompagner pour ces 2 sessions de formation. Donc c'est la session Nord, Saint-André, qui se termine. Et on vous présente un petit peu les différentes, le contenu de cette formation, les différentes fibres qu'ils ont travaillées, comment dans cette formation, au fur et à mesure, ils ont progressé, puisqu'on a dans ce groupe des gens qui démarraient, qui ont découvert différentes fibres. Donc ces différentes photos et de vidéos de cette formation, comment ça se déroule. Alors je vous propose donc de regarder ce document réalisé par Jean-Luc Tam sur justement l'évolution de cette formation en vannerie. La question là-dessus, et pour revenir, Jean-Luc Tam, comment ceux qui viennent en formation évoluent justement si le cadre leur plaît ou ne leur plaît pas? L'évolution n'est pas la même. L'évolution n'est pas la même, mais on est sur de l'humain, c'est-à-dire que chacun a un parcours, il a déjà un vécu par rapport à la fibre. Donc quand il fait ce choix de se dire je vais en formation, soit ça va être complètement de la découverte, soit ça va être aussi un travail personnel et il se dit tiens, j'ai la possibilité d'aller beaucoup plus vite. Donc les formateurs que nous on a, ce sont que des tresseurs de différentes fibres. Donc ils ont suivi avec nous une formation technique où justement la question qu'on a abordée ensemble, c'est comment faire à quelqu'un d'autre. C'est la transmission. Donc
je sais faire quelque chose, mais comment je le fais faire à quelqu'un d'autre. Donc, sur ce volet, la Fédération Métis-Tresse a mis en place une formation technique pour ces artisans. Et l'intérêt, c'est aussi, lorsqu'ils sont en formation, d'avoir du temps. Donc, ils vont voir les bases, ils vont avoir la possibilité d'acquérir les techniques, de fabriquer des objets, mais ils ont une troisième phase qui est de la création. Et là, dans l'idée, c'est de dire, vous êtes seul, je vous donne des sujets, à vous de m'inventer quelque chose. Donc, apprenez des cadres pour en sortir. La question, encore une fois, quand on regarde le travail que font ces stagiaires en formation, est-ce que c'est vraiment un apprentissage ou c'est, j'allais dire, mettre en place une autre façon de fonctionner? Parce que on le sait, généralement, ils savent tresser, mais ils ont besoin d'être cadrés pour arriver à un résultat. Et là, votre travail, il est particulier. Alors, on a deux profils. Quand on a des stagiaires qui n'ont jamais tressé, ça veut dire que les techniques qu'ils vont aborder, c'est une nouveauté pour eux. Mais ce qui est intéressant, en tout cas, c'est ce qu'on a tenu à faire, c'est de varier les formateurs. On en a 5, avec différentes techniques, ce qui permet aux gens de se dire, voilà, je me sens mieux dans cette approche-là que dans l'autre. Donc, il ne s'agit pas de nous de dire, voilà la bonne technique, voilà la bonne façon de faire, mais voilà une panel dans lequel vous vous sentez le mieux pour vous épanouir. Après, il y a celui qui a déjà commencé à tresser. Souvent, on a des gens, je prends l'exemple d'un cas qui m'a dit, lui, il a appris à tresser parce qu'il a acheté des chapeaux, il les a démontés, puis il a regardé comment faire. Donc, ça veut dire qu'il y a eu un regard, il y a eu une base, une habitude. Donc, il faut des fois déconstruire. Mais l'avantage de on est quand même sur des formations de 3 mois, on laisse du temps. On laisse du temps aux gens d'expérimenter et d'avoir la possibilité d'avoir quelqu'un qui va pouvoir lui expliquer pour quelles raisons il faut peut-être modifier telle ou telle approche. Dans tout ce qui est la tresse ou la protection et la sauvegarde du patrimoine réunionnais, qu'est-ce que ceux qui sont un petit peu les gardiens de ce patrimoine, qu'est-ce que vous pensez qu'ils doivent apprendre de nouveau? Qu'est-ce qu'ils doivent acquérir pour mieux faire leur travail? Alors, dès le moment où on devient formateur, on doit poser un regard sur ses habitudes et le déconstruire. Moi, la première fois où j'ai rencontré une personne qui faisait de la vannerie, l'autre m'a dit, fais comme moi. Faire comme moi, ça veut dire que là, je demande à la personne de regarder mon exemple. Maintenant, quand on n'apprend pas tous de la même manière. Il y en a qui sont beaucoup plus pratiques, donc d'autres beaucoup plus visuels. Donc pour quelqu'un qui tresse depuis très longtemps, il s'agit d'apprendre à déconstruire son travail et d'apprendre à accompagner l'autre. Et c'est pas comme ça qu'il a appris. Il a appris soit dans sa famille, soit dans un autre cadre, où il a travaillé pendant 4-5 ans et il a répété. Sa réflexion sur son travail, il est venu après. Mais comme je disais tout à l'heure, si on veut faire une formation, on ne va pas faire une formation de 3 ans. C'est pas possible. On va aller sur du 3 mois, 2 mois, ce serait trop lourd. C'est impossible à mettre en place. Donc, rester sur la base, rester sur l'essentiel et surtout apprendre aux gens à être curieux, se poser des questions, échanger avec les autres. Donc, nous, on travaille beaucoup en atelier. On met les stagiaires entre eux. Ils se disent, voilà, observez le travail de l'autre. Quelle réflexion vous avez dessus. Soyez capable aussi de vous remettre en question. Et c'est comme ça qu'on progresse. C'est justement là-dessus je pense que c'est une des clés, je pense, de la réussite dans la formation, c'est se remettre en question et surtout avoir envie d'aller au bout, avoir envie d'apprendre. Parce que malheureusement, on le sent chez les gens, l'envie, la passion, c'est quelque chose qui s'amenuise avec le temps et ça ne dure pas trop, et ça ne dure pas trop longtemps non plus d'ailleurs. Alors la passion dans ce qu'on fait, donc moi je vais prendre dans mon domaine, moi, dans la formation, oui, c'est lié aussi à des rencontres. Ce qui va faire que je vais me passionner pour telle ou telle chose, c'est déjà des personnes dans ma vie qui, à un moment donné, vont me donner envie de... Après, la deuxième étape, c'est d'avoir cette possibilité. Moi, je prends par exemple, sur la fédération, on fait un atelier de découverte. C'est super, j'ai bien aimé faire ce travail-là, j'ai fabriqué un objet. Maintenant, si j'ai envie de continuer, je vais où? C'est d'avoir ce choix, c'est d'avoir cette panel de possibilités pour se dire... Si j'ai envie d'enrichir ça, est-ce qu'il y a des actions qui sont mises en place pour moi? Si je laisse du temps,
bah, je vais retomber peut-être dans mes habitudes. Maintenant, on a quand même une tendance assez moderne, je pense, qui est de dire j'ai envie de faire les choses par moi-même. Donc on est pendant un laps de temps allé dans j'achète, c'est plus simple. Là, de fabriquer, de réparer, dans l'écologie, on est dans... et même, on voit beaucoup dans nos ateliers des gens qui nous disent ça me rappelle ce que ma grand-mère faisait, ce que ma mère faisait. Donc il faut l'accompagner et être plutôt dans une logique de proposition. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous former. Aujourd'hui, ça va être ma dernière question. L'année s'annonce comment pour la formation, que ce soit au niveau artisanal ou autre? Les jeunes, aujourd'hui, choisissent de venir vers les formations. Alors, de manière... Les jeunes, d'une manière Oui. générale, mais aussi tout le public. Je pense que là, bon, c'est vrai que quand on regarde l'actualité, on voit qu'il y a par exemple le CPF, par exemple, qui modifie beaucoup de choses, qui permet aux gens de faire de choix, de se former sans avoir forcément besoin de suivre des formations qui pourraient être prescrites, parce que tout le monde a le droit, avec ses heures de CPF, d'aller vers des formations. Donc il y a un changement, c'est-à-dire une autre façon de voir les choses. Je choisis ce que j'ai envie de faire. Encore faut-il trouver dans les propositions des choses qui m'intéressent. Maintenant, c'est à nous, organismes de formation, d'innover. Il y a des formations qui se font en ligne, mais ce n'est pas forcément des choses qui intéressent tout le monde. Il y en a qui ont besoin de rencontrer des gens, il y en a qui ont besoin dans la pratique, de ne pas être forcément dans une salle, d'être un petit peu à l'extérieur. Donc sur notre formation, on a fait pas mal de sorties. Je prends par exemple la vannerie. C'est très bien d'apprendre à tresser, mais c'est aussi très intéressant d'aller chercher la fibre soi-même. Donc c'est ce qu'on a fait. Donc proposer d'autres façons de se former et de multiplier le plus possible des rencontres. Jean-Luc Tam, merci. On arrive à la fin de cet échange. Je rappelle donc directeur d'un centre de formation. On aura l'occasion de vous recevoir de nouveau sur ce plateau quand vous penserez que c'est le moment aussi je pense, parce que parler de la formation comme vous le faites, je pense que ça apporte un peu d'éclairage, je pense, sur ce milieu-là, parce que parfois, quand on regarde de l'extérieur, c'est pas toujours aussi simple. Mais de faire de la formation pour l'artisanat, je pense que ça donne aussi de la valeur à l'activité. Si je peux juste rajouter, donc on a une deuxième session bientôt pour le Sud, toujours avec l'accompagnement de la région, donc qui va démarrer au mois de mai, donc qui va se dérouler de mai à juillet. Donc là, on a voulu faire 2 sessions pour l'instant dans le Nord et une autre dans le Sud pour permettre aux gens de couvrir toute l'île, parce que souvent on entend que toutes les formations se font sur Saint-Denis. Donc on va se rapprocher un petit peu plus de Saint-Pierre, de Saint-Joseph. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir le Pôle emploi ou d'aller directement sur notre site, le site evoli.re, de vous inscrire. Il y aura plusieurs rencontres qui vont se faire à la Cité des Métiers. On pourra échanger, vous pourrez voir un petit peu ce qui se fait et vous inscrire directement si ça vous intéresse. Merci. Merci en tout cas Jean-Luc Tam pour toutes ces informations. On aura l'occasion de vous revoir sur ce plateau pour continuer à parler de formation et voir comment ça s'est passé dans le Sud également. En tout cas, merci. Merci Hélène, merci François. Je vous dis à bientôt.